cette conférence aujourd'hui. Je vais me permettre de vous les présenter brièvement. Il y a d'abord l'ASBEL Renaissance africaine qui produit une revue, la Renaissance africaine, et qui est aussi un think tank qui travaille sur les conditions de possibilité de l'avènement des États-Unis d'Afrique comme masse géostratégique puissante qui peut permettre aux Africains, n'est-ce pas, de dépasser le paternalisme et les sécurités qui gangrènent leur développement. Il y a ensuite l'ASBEL Conscience nationale congolaise qui travaille essentiellement sur les conditions de possibilité d'une recapture de la conscience nationale au niveau de notre pays. On estime en effet que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, la conscience nationale congolaise est grenouillée, presque inexistante, et ça dévitalise notre pays qui ne peut plus aller de l'avant. Il y a enfin ce qu'on appelle la manufacture de l'imaginaire, qui est un laboratoire d'idées, qui aide les jeunes à faire le travail de cinéma, qui aide aussi les entreprises dans l'audiovisuel et dans certaines productions culturelles. Donc ce sont ces trois ASBEL qui se sont liés pour organiser cette conférence débat. Donc le programme se présente comme suit. Dans un premier temps, on va vous présenter le film qui a été produit par le cinéaste Gilbert Baloufou, Congo, silence des crimes oubliés, que nous allons suivre tout à l'heure pendant 1h15. Après le film, nous allons demander à son propriétaire, M. Gilbert, de parler un tout petit peu de ses motivations, n'est-ce pas, des tenants et des aboutissants de ces films. Et puis, M. Baloufou prendra la parole, Freddy Moulumba, et puis on va conclure pour ouvrir un débat sur le nouveau paradigme. Puisqu'en fait, depuis l'indépendance, notre pays est bloqué sur un paradigme. On dit un paradigme qu'on appellerait de la Banque mondiale. On dit qu'un pays ne se développe qu'à partir des conditions initiales du sol et du sous-sol. Donc, comme le Congo a un sol où on peut tout cultiver, a de l'eau et du soleil toute l'année, donc on peut y aller. Et puis, c'est de surcroît, le Congo a des matières premières, donc le développement, ce que vous appelez l'émergence est tout à fait assuré. Mais depuis 60 ans, l'indépendance, nous faisons l'expérience d'un sous-développement sévère, alors que les conditions du sol et du sous-sol sont tout à fait les plus respectables du monde, parce que notre pays est potentiellement le pays le plus riche au monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce nouveau paradigme, c'est le paradigme culturel. Nous estimons qu'au-delà des matières premières, il y a l'homme. L'homme, c'est-à-dire la culture. Comment l'homme se fabrique au jour le jour pour affronter les nouveaux enjeux. Donc, nous allons ouvrir ces débats-là, avec ces films-là, et avec les associations qui vont tout à l'heure vous parler. Donc, je voudrais à ce moment ici demander à l'organisation de nous projeter le film Congo, silence des crimes oubliés. Ce matin d'avril 1994, la ville se réveille dans ce brouillard quotidien qui recouvre le volcan. Le calme. Mais c'est un calme précaire, car une bombe couve dans cette partie de la région des Grands Lacs. La crise du Congo commence très probablement avec l'attaque de l'armée patriotique rwandaise en 1990.
lorsque Paul Kagame et ses hommes avaient décidé de s'emparer du Rwanda par les armes. Avant l'invasion du Rwanda en 1990, le FPR n'existait pas. Il faisait partie de l'armée ougandaise, mais ils étaient des Rwandais qui avaient grandi en Ouganda. Comment expliquer que les petits Rwandais, plus petits que le plus petit département français, puissent effectivement conquérir sans coup férir un grand pays comme le Congo, 5 fois plus grand que l'Hexagone? Les causes lointaines de cette guerre, je pense qu'il faut remonter dans les années 60. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. Balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Le plan de balkanisation échoue, car Mobutu prend le pouvoir et il obtient tout le soutien de la communauté internationale. Dès que ce verrou a sauté, après 32 ans de dictature et de règne sans partage, terrassés par la maladie et lâchés par l'Occident, les extrémistes rwandais vont profiter pour exécuter leur plan machiavélique. Paul Kagame, qui avait été entraîné à Fort Leavenworth, est revenu et a pris le commandement. M. Paul Kagame a voulu mettre en exécution, dans le cadre de son programme politique, c'est-à-dire l'annexion de la RDC, donc la balkanisation du Congo. Et c'est vraiment ça, en fait, la cause profonde de ces interminables guerres qui sévit en RDC. Il y a effectivement des entreprises qui achètent le minerai au plus offrant et qui donc n'ont pas de problème à l'acheter au Rwanda. Dire, comme le président Sarkozy a dit, que les Congolais devraient partager ces richesses, qu'ils partagent par exemple les richesses de la France avec l'Italie, qu'ils partagent les richesses de la France avec le Portugal, les Français l'accepteraient. Avec des propos comme les propos de Mme Hillary Clinton, comment voulez-vous que M. Kagame ne soit pas arrogant? La guerre de l'Est avait changé de terrain. Au lieu que la guerre puisse être traditionnelle, cette guerre s'est passée sur le corps des femmes. Les femmes ont été la cible première de cette guerre. Pourquoi? Parce qu'on a voulu déstructurer toute une société et la décimer. Les peuples de la région doivent se lever pour dire c'est assez. Il est temps d'aller de l'avant. Et de ce fait, tenir ceux qui ont commis de graves violations des droits de l'homme responsables de leurs actes. Il faut que les Congolais se réveillent, qui se mettent debout comme une nationale, puisque c'est que nos sœurs, nos mères, nos épouses subissent. Un documentaire d'une heure et 15 minutes qui nous édifie sur l'ensemble des problèmes que nous connaissons au Congo, c'est-à-dire des problèmes de domination d'un pays dominé par des pays voisins, comment ça s'est effectué. Donc il a suffi d'un documentaire d'une heure et 15 minutes. Alors ce qu'il faut dire aussi que ce documentaire, qui est là depuis 2017, si je me trompe, je crois que Gilbert est là, son créateur va en parler tout à l'heure. Ce documentaire, c'est la première fois qu'il est présenté au Congo. Et que pour le présenter au Congo, il a fallu que 3 associations se mettent ensemble pour louer cette belle salle au centre de la Gombe. Parce que dans ces pays-là, il y a tout sauf des salles de cinéma. Et que la télévision nationale ne l'a pas accepté pour le présenter. Alors on se pose toujours des questions, on dit mais comment va cette conscience dont on nous parle, comment elle va naître? Comment il va naître dans un pays où l'information ne passe même pas correctement? Parce que c'est tout à l'heure, vers la fin, on a dit il n'y a que la conscience, il n'y a que les Congolais qui doivent se rapproprier de leur destin, se prendre en main. Mais l'appropriation d'un destin, c'est d'abord une connaissance. C'est la connaissance de tels documentaires qui ne passent jamais chez nous. Donc, comment allons-nous nous doter d'un imaginaire des gagnants? Comment allons-nous résister contre cette domination qui, vers la fin, va finir par nous exterminer? C'est une néantisation, c'est un processus de néantisation. Donc je ne veux pas... j'ai bien entendu le docteur Mukwege qui dit « la paix se gagne ». Comment arriver à gagner la paix?
je crois que je vais d'abord donner la parole à Gilbert Baloufou, que nous remercions vraiment, parce qu'il a pris son temps pour produire ce documentaire. Donc je vais demander à Gilbert Baloufou de venir ici pour nous parler de ses motivations, de ses attentes, parce que ce film qui gagne des prix ailleurs n'a jamais été visionné au Congo. C'est anormal, c'est criminel. Donc Gilbert, vous allez rester là-bas ou bien vous allez rester? Ok. C'est la première fois que je présente ces films ici au Congo, puisque le contexte de l'époque ne m'avait pas permis de le présenter. En fait, le film, je l'ai commencé en 2013 pour le finir en 2015 et il est sorti en 2015. Il a d'abord été au Festival du Zimbabwe et ensuite au Gabon et puis au FESPACO à Ouagadougou où il a remporté le prix de second meilleur documentaire. Ce film a été tourné dans presque toute la partie orientale de la RDC, dans Goma et ses environs, Bukavu et ses environs, et puis à Kisangani, à Kinshasa, à Bruxelles, à Paris, et puis aux États-Unis. Il fait l'objet de 2 coproductions. Une coproduction de droit belge, donc la Black Star, qui est dirigée par mon camarade et grand frère, Baloufou Bapakaninda, dont il est le producteur et administrateur. Et puis, il y a eu aussi une coproduction américaine avec mon collègue Rico Specht, qui est à New York. Mais au départ, il n'était pas facile pour moi de trouver des partenaires, à part ceux-là que je viens de citer, puisque tout le monde avait peur du Rwanda, tout le monde avait peur de ceux qui sont derrière le Rwanda. Et avant de tourner ce film, il fallait d'abord me rassurer aussi de certaines choses, il y avait des préalables. Et j'avais contacté plusieurs annonceurs des sociétés de téléphonie mobile, notamment des organismes internationaux, qui au départ avaient accepté, mais avec le temps, tous ils ont renoncé à soutenir ce film. Mais il a obtenu le soutien du ministère de la Culture, ministère congolais de la Culture, à l'époque de Feu Banza Moukalai, qui avait accueilli les projets. Et ensuite, il y a eu des anonymes. Et puis, la coproduction de droit belge, qui est dirigée par Baloufou Bapakaninda, qui a appuyé ce film. Et d'abord, on a commencé ce film avec des moyens personnels. Et avant de tourner ce film, je suis allé au Rwanda. J'ai fait le tour du Rwanda 2 à 3 fois. J'ai fait le tour du Congo. Il fallait d'abord parler avec les populations, puisqu'avant de faire un film comme celui-ci, il faut poser des questions aux gens, discuter avec eux. Et au Rwanda, ça n'était pas facile, mais j'ai quand même utilisé certaines méthodes pour parler aux populations, les Hutus et Tutsis confondus. Et quand le film est sorti, quand il a remporté le prix au FESPACO 2017, quand je suis revenu ici, la filature a commencé. J'ai été l'objet de plusieurs filatures. Et j'ai échappé, c'est le cas de vous le dire, puisque je crois qu'on doit se dire certaines choses. J'ai échappé au moins à 4 tentatives d'assassinat ici à Kinshasa. Et il y a des amis à moi aussi, il y a des personnes qui me connaissaient, qui étaient dans les services de renseignement, qui m'en ont parlé aussi. Moi-même, j'ai vu, à chaque fois quand j'ai rentré le soir, il y avait toujours 1 ou 2 voitures qui me suivaient. Mais au départ, quand j'ai eu l'idée de faire ce film, je voulais d'abord écrire un livre. Mais quand Les fantômes du roi Léopold II est sorti, le livre de Adam Ochid, l'américain, quand il est sorti, j'étais en Belgique, le livre a failli être interdit en Belgique. Mais finalement, j'ai changé d'option. Je me suis dit, comme je suis cinéaste, au lieu d'écrire un livre, puisque nous sommes dans une société où les gens ne lisent pas beaucoup, je préfère plutôt faire un film, puisque en faisant un film, on peut le voir ensemble et discuter. Donc plusieurs personnes peuvent voir le film et discuter. Contrairement à un livre, il n'y a pas beaucoup de lecteurs en Afrique, ça il faut aussi qu'on se le dise. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce film. Mais au départ, j'avais entendu parler de films tournés sur la situation de l'Est. Et moi-même, quand je suis parti dans l'Est,
J'ai vu des Européens de plusieurs nationalités qui tournaient des films sur la tragédie du Congo, mais je n'ai plus entendu parler de ces films-là, où parfois quand on a vu des films, c'était juste le fait de montrer des femmes violées, et il n'y avait pas une analyse profonde sur ça. Et on avait peur, les gens avaient peur de citer le Rwanda, puisqu'ils savaient que le Rwanda était soutenu par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et aussi par Israël, tel que c'est là mentionné dans le film. Bon, finalement, j'ai pris quand même le courage de faire le film. J'ai commencé à le faire et je le finis 2 ans après, puisqu'il fallait chercher plusieurs images d'archives. Alors, après l'Est, je suis venu à Kinshasa. J'ai interviewé l'abbé Richard Mugaruka, paix à son âme. Mais j'avais aussi souhaité parler avec Monseigneur Mosengo, qui était cardinal à l'époque, mais il n'a pas accueilli ma demande. Et alors, puisque j'avais le plan B, c'était Richard Mugaruka. Et ensuite, je suis allé à Paris, où j'ai interviewé Charles Onana, et puis à Bruxelles, Gisèle Mandaïla, puis Arnaud Zajtman. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis pour interviewer le professeur Erlinder que vous avez vu dans le film. Mais avec le professeur Erlinder, avant l'interview, on avait longuement parlé au téléphone, presque 2 heures tous les 3-4 jours, on parlait avant que je ne me rende dans le Minnesota où il est enseignant. Et le jour de l'interview, avant l'interview, on a longuement discuté avec lui. Et il m'avait dit beaucoup de choses, il y a même d'autres choses que j'ai filmées que je ne pouvais pas mettre dans les films, vu parfois la sensibilité de certains propos, de certaines informations. Et quand je suis arrivé en face de lui, puisqu'avant on ne se connaissait pas, on parlait au téléphone, ce sont des amis à moi de Dallas et de Chicago qui nous ont mis en contact. Et quand je suis arrivé en face de lui, après avoir discuté, avant l'interview, j'ai vu qu'il portait des lunettes. Et quand vous voyez dans le film, il ne porte pas de lunettes. Et je lui ai demandé s'il veut bien enlever ses lunettes, puisque j'avais besoin de l'expression de son regard, puisque ce qu'il disait ne devait pas être caché par les lunettes. Alors j'avais préféré qu'il puisse enlever les lunettes, et il a accepté gentiment. Il a enlevé ses lunettes, puisque je partais du principe que les lunettes diminuent l'intensité émotionnelle. Je voulais qu'il puisse partager son émotion comme il l'a partagé avec vous en ce moment. Puisqu'il l'a partagé avec moi, et je voulais aussi qu'un jour plus tard, dès que le public va voir ce film, et qu'il puisse aussi partager les mêmes émotions. Puisqu'un film, ce n'est pas seulement une question de filmer comme ça, mais on a aussi besoin de l'émotion, on a besoin de l'expression de la personne. Alors, je ne veux pas vraiment prendre beaucoup plus de temps avec vous, je préfère plutôt répondre aux questions par rapport à la vision, à l'analyse de chacun, comment chacun d'entre vous a vu le film, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Je suis enseignant de cinéma, je suis cinéaste moi-même, et le cinéma que j'enseigne, donc pour l'Université de New York et les autres endroits du monde, le cinéma n'est pas qu'un divertissement. Le cinéma, qui est le médium le plus important du XXe siècle, est un acte politique. C'est-à-dire quoi un acte politique? Ça veut dire que quels que soient les films que vous regardez, même quand vous regardez Disney, le principe du cinéma établi depuis Platon ou Aristote, aussi depuis nos 10 heures de Kassala, toute narration fonctionne avec un dominé et un dominant. Et nous, d'Afrique, colonisés par l'image des autres, ce n'est pas de l'intelligence qui nous colonise, c'est l'image de l'autre qui nous domine. Si nous voulons nous décoloniser, nous devons produire notre propre image. C'est ce que nous appelons, en sociologie du cinéma, la représentation visuelle. La représentation visuelle, elle est au centre de toute réflexion. Si vous n'avez pas une image de vous-même, dans le sens positif, si vous n'imposez pas à l'autre votre propre image, vous êtes toujours dans une aliénation perpétuelle. Je le dis parce que
que ce soit l'écrit, que ce soit la chanson, que ce soit les arts graphiques ou les expressions de la chanson, tous ces éléments constituent ce que nous appelons le récit d'un pays, le récit d'une nation. Le récit d'une nation n'est pas fait que de faits politiques. Au-delà de l'histoire et ses drames, un peuple se nourrit de son propre récit. Qui suis-je? Où vais-je? Si aujourd'hui nous regardons le Congo, nous avons l'impression que nous sommes dans un pays où la population n'a pas d'ancêtres. Les Congolais, peut-être leurs ancêtres sont ceux de la Bible, mais les Congolais n'ont plus d'ancêtres dans le sens de la construction du récit national. Quand je discute avec beaucoup de gens ici, leur référence, c'est Égypte, c'est Jacob ou Abraham. Et quand vous demandez à des jeunes étudiants, je donne une classe de sémiologie de l'image à l'Académie des Beaux-Arts. La sémiologie de l'image, c'est la science par excellence de la compréhension de l'image et de son importance. Et je découvre des jeunes gens entre 19 et 23 ans qui n'ont pas l'essence de l'image d'eux-mêmes. Vous demandez à un jeune de vous décrire sa chambre à coucher, il vous dit « je ne sais pas ». Et pourtant, c'est l'endroit où il habite. C'est l'endroit où il rêve. Donc nous sommes déconnectés du visuel. On ne peut pas. D'autres disent la parole, le mot était avant nous. Même dans la Bible, on dit Dieu dit créons l'homme à notre image. Nous, les cinéastes, on a parfois la prétention de dire si Dieu a dit créons l'homme à notre image, c'est qu'il avait besoin de nous d'abord. C'est une boutade. Mais ça veut dire que aujourd'hui, si nous nous regardons froidement dans les yeux, avec sincérité, souvent ça nous manque, avec courage, de nous dire qui sommes-nous en tant que Congolais, nous sommes dans les néants. Nous sommes dans les néants. L'imaginaire congolais aujourd'hui, il est constitué à 80% de musique de bar. Je dis bien musique de bar, parce que dans la musique, il y a plusieurs genres. Donc, ce qu'on appelle la musique populaire de variété, qui est plutôt au bénéfice de brasserie. Elle est constituée de bruit et de bondiaiserie. Donc, nous avons aujourd'hui dans cette conversation, à travers ces films, c'est juste de nous poser la question de quoi sommes-nous faits? De quoi sommes-nous faits? Est-ce que dans ce que nous pensons être faits, quelle est la place de l'image que nous avons de nous-mêmes? Quel récit, quel rôle jouons-nous dans notre propre récit? Le récit, ce n'est pas le changement des chefs de l'État, le changement des gouvernements, non. Le récit, c'est le détail de tous les actes que chacun fait. Il y a des actes individuels de la vie quotidienne, mais il y a des actes que pose le professeur Makombo en écrivant un livre, il y a des actes que pose un chansonnier, il y a des actes que pose un sculpteur. Tous ces actes-là, ce sont des éléments, des chapitres, des paragraphes, du récit national. Ceux qui viendront après nous auront besoin de tous ces éléments-là, siècle après siècle, pour reconstituer, comme des anthropologues ou des pathologues, whatever, de reconstituer notre cheminement dans notre propre conversation d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, ces films, produire un film, c'est accompagner un homme qui vient s'asseoir devant vous, qu'il soit votre frère ou pas, mais qui est l'un des plus beaux produits de notre programme de la manufacture de l'imaginaire, qui vous dit « j'ai une idée » et vous lui demandez « quelle est l'idée? Mais pourquoi vous voulez la faire? Quelles sont vos intentions ?» Et Gilbert a parlé de quelque chose ici que tous les cinéastes connaissent, tous les écrivains connaissent. On ne peut pas écrire, on ne peut pas faire un film si on ne peut pas défendre son point d'émotion. Ce que nous aimons, c'est ce qui nous tient à cœur. Si vous avez devant vous quelqu'un qui a une idée et qui puisse vous transmettre l'émotion à travers ses intentions, à ce moment-là, vous pouvez dire, tiens, je vais l'accompagner. Parce que toute idée est bonne pour écrire un livre, pour faire un film. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui relie celui qui porte l'idée à la vision? Quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il va défendre?
On est aujourd'hui, si vous regardez autour de nous, nous sommes dans une culture du comique qui a été instituée dans ce pays depuis le Loa-Film, le grand laboratoire d'aliénation qui a été installé à Louabourg par les Belges pour produire des films infantilisant les Congolais comme Mata Mata et Pili Pili. Hein, vous savez, l'infantilisation à l'image est une chose simple. Vous prenez un adulte, vous lui mettez une culotte qu'on appelle Kaputula, vous l'infantilisez. Et ça nous rappelle cette phrase de Nelson Mandela, quand il arrive avec ses camarades à Robben Island, en prison, et on les aligne, on dit, on donne des culottes à tous les Noirs, habits de prisonniers, évidemment, et on donne des pantalons à tous les Blancs. Tous les Blancs et les Indiens qui étaient avec Mandela refusent de porter des pantalons parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que depuis les nazis, mais les expériences nazies ont été déjà élaborées au Congo et en Afrique du Sud et en Namibie, que l'infantilisation passe par l'image qu'on donne de vous, la Kaputula. On entend parfois, hein, chez nous les Congolais, quand quelqu'un est en short parce qu'il fait chaud, on lui dit, mais ça c'est pour les enfants. C'est déjà de l'infantilisation. Donc on ne s'en rend pas compte, mais l'infantilisation, l'aliénation d'un peuple passe par beaucoup d'autres éléments. Et la seule façon, et je me répète ici, c'est de nous décoloniser nous-mêmes, décoloniser notre récit et tout simplement nous dire, nous sommes un peuple, voilà l'image que nous avons et qu'est-ce que nous sommes. Et je vais terminer par un exemple de ce que nous appelons la représentation dans le récit. Nous avons le plus beau et le plus grand fleuve du monde. Si vous tapez les items dans tout ce qui est poésie, vous verrez que c'est le peuple le fleuve le plus inspirant, des Kipling à Kent, à Tchakatuma Matalamukadi, à Mudimbe. Tous les poètes savent que ce fleuve est un grand fleuve inspirant. Un jour, j'ai un petit bateau, et puis je vais avec mes nièces qui sont nées dans cette ville, qui n'avaient jamais vu le fleuve. Combien de gens vivent dans cette ville n'ont jamais vu le fleuve? Et qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils aillent vers le fleuve? Le fleuve est cerné par la cité coloniale. Beaucoup de Congolais ont même peur de traverser le boulevard jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai amené ces jeunes filles, ces jeunes adolescentes qui vont dans de très bonnes écoles, le point le plus formidable de ces fleuves, qui est en face du Maïndombe, où vous ne voyez pas les deux rives, c'est que Joseph Conrad a appelé dans son livre Au cœur de ténèbres, ce n'est pas un fleuve, c'est un bras de mer. Et au milieu de ces bras de mer, j'ai demandé à ces deux gentilles filles de ma famille, je leur ai dit, quel est le plus grand fleuve du monde? Elles m'ont regardé, à la limite avec un peu de taquinerie. Elles m'ont dit, mais enfin, tonton, c'est les Nils. J'ai dit, avez-vous déjà vu les Nils? Elles m'ont dit, non, moi j'ai vu les Nils. J'ai navigué sur les Nils. Je leur ai dit, alors le deuxième fleuve, il y en a une qui a dit l'Amazone. Avez-vous déjà vu l'Amazone? Non, j'ai vu l'Amazone. Et le troisième, ils m'ont dit, mais le Congo. Mais j'ai dit, comment ce qui est à vous? Et non, ils m'ont dit, c'est écrit dans les livres. C'est écrit dans les livres. Qui a écrit ça dans les livres? Comment quelqu'un peut venir de loin, vous dire qu'est-ce qui est à vous, est en troisième position? Comment quelqu'un peut venir vous dire que vous ne valez pas plus que l'autre, l'autre que vous n'avez pas vu? Mais c'est parce que votre récit national ne vous le dit pas, ne dit pas que vous êtes beau. Votre récit national ne vous dit pas que vous êtes fort. Aujourd'hui, quand on regarde le Rwanda, les Congolais baissent la tête. Et d'une façon triviale, toujours dans ces récits, mais la paix du Rwanda, elle est dans les mains des Congolais. Nous sommes presque dans les cas de Palestine-Israël. C'est-à-dire que le Congo, par sa démographie, par sa grandeur, un Congo bien organisé, il y aura un jour un gamin qui va s'élever, le gamin qui va comprendre que le fleuve Congo est le plus grand fleuve de tous les fleuves. À la limite, il pousserait l'outrecuidance jusqu'à dire c'est le seul fleuve qui vaut le nom de fleuve. Il traversera
il aura bien mangé, il aura bien compris quelle est sa place dans l'univers, et ses gamins et ses copains traverseront la frontière. Et en deux heures, ils auront brûlé tout Kigali. Donc nous avons aussi, nous Congolais, en regardant ce que nous sommes, le devoir de la paix. Mais pas le devoir de la paix à n'importe quel prix, à nous faire marcher sur le pied. Mais cela ne se fera pas qu'avec les armes. Je reviens au récit national. Les jours où les jeunes gens de ces pays apprendront l'histoire magnifique de ces pays, l'histoire de la résistance du peuple congolais, depuis les révoltes du Congo, du Congo central ou du Bas-Congo en 1908, jusqu'aux révoltes de Batetela, ce peuple comprendra que quand on parle de l'indépendance, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et l'indépendance, ça ne veut pas dire tout de suite. C'est un processus qui... Là, on parle de 10 millions de morts. Qui va raconter ça si nous, notre récit national est vide? Donc le cinéma, c'est son rôle. C'est son rôle comme la littérature. C'est son rôle, parfois en attendant aucun honneur ni aucune gratification, mais c'est son rôle de nourrir pour ceux qui viendront après, et ils auront à leur porter ces témoignages. Ces témoignages, c'est du stock, donc de la mémoire. Ce n'est pas un journal télévisé. Un journal télévisé, c'est du flux. Vous le voyez aujourd'hui, et puis le lendemain, vous passez à autre chose. Ça, des générations et des générations pourront au moins comprendre que quelque part, un homme du Congo, des hommes du Congo, ont témoigné et ont ajouté une pièce à leur récit national. Je vous remercie. Quand on a décidé de projeter ces films, on ne savait pas que le président Kagame allait faire déclaration. Il y a eu une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, où il parle de M23. Il a parlé aussi devant une assemblée à Kigali, là où il parle de reprise de guerre. Le Rwanda est menacé. Aujourd'hui, on vient de projeter ce film. C'est pour dire aux Congolais, surtout aux élites et à la jeunesse, de retenir une seule chose. Le Congo, c'est un enjeu géopolitique. Ça, c'est une donne. Qu'on le veuille ou non, nous sommes un enjeu politique. Tout le monde nous envie. Avec tout ce qu'on a comme matière première, et surtout stratégique. On a l'eau, on a la forêt, on a les terres arables. Il faut vous mettre en compte et en tête, ceux qui n'en ont pas feront par tous les moyens pour venir nous contrôler. Il ne faut jamais nous laisser tranquilles. C'est ici aussi qu'il faut rappeler, concernant l'enjeu congolais. Il faut rappeler l'histoire. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des génocides congolais. Ça s'est passé durant le régime de Léopold II. Il y a eu plus de 10 millions de morts. On vient de parler du livre d'Adam Hochschild, qui est un Américain qui a écrit. Et quand vous demandez aux Congolais combien ont écrit, il n'y en a pas, presque pas. Ou bien s'ils ont écrit, c'est resté à l'extérieur. Notre peuple n'est pas au courant. L'histoire se répète. À cause du caoutchouc, on a tué 10 millions de Congolais. C'est passé comme ça. Personne n'en parle. Parce que les capitalistes qui étaient à la base ne voulaient pas. Aujourd'hui, à cause du coltan, ça fait plus de 10 millions de morts. Personne n'en parle. Les Congolais ont peur de s'assumer. Le deuxième point que je voudrais un peu aborder, c'est la guerre à l'Est. Ça, c'est très clair. Nous tendons vers la balkanisation du pays. On peut nous raconter des théories de complot, il faut s'en foutre. L'histoire nous montre, quand il y a des puissances qui émergent et d'autres qui déclinent, on revoit les frontières du monde. Nous sommes dans cette étape maintenant. On est en train de reconfigurer les frontières sur le plan international. Les puissances qui émergent et celles qui déclinent se partagent le monde sous nos yeux.
et vous venez à Kinshasa, notre élite, pour la plupart médiocre, ce n'est pas pour des petits postes, devenir ministre, ce n'est pas pour les élections. On ne voit pas l'avenir. Le monde a basculé. Je parle de la guerre de l'Est, ce n'est pas par hasard. Il y a le professeur Bioya qui avait publié un petit ouvrage sur la manipulation, l'utilisation de réfugiés politiques, des réfugiés dans le cadre de l'Afrique centrale. Il a expliqué ceci. On prend les réfugiés rwandais, pour la plupart, Tutsi tout comme Hutu, pour qu'on puisse reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs. Ça a commencé avec la guerre de Museveni, qu'il a soutenue. C'est la Zambie, la Tanzanie avec Nyerere. On a utilisé les réfugiés rwandais. Ils sont partis en Ouganda. On a utilisé, donc en Ouganda, Museveni prend le pouvoir avec les réfugiés rwandais. Après l'Ouganda, on descend au Rwanda. On prend le pouvoir. Après le Rwanda, avec même les réfugiés rwandais, ils sont venus à Kinshasa. Maintenant, l'Est du pays, il n'y a pas seulement que les Tutsis, il y a les Hutus. Mais ceux qui font cette histoire ne sont pas des Tutsis ou bien des Rwandais, ou bien des Hutus. Il y a la main internationale. Ceux qui étaient à Berlin en 1885 veulent reconfigurer les frontières africaines. Ils estiment que le Congo est trop riche, on ne peut pas laisser à ce peuple. Et si on ne prend pas conscience, on va les regretter. Nous sommes dans un monde, il y a beaucoup d'intérêts. Tout est question de rapport de force. Personne ne viendra nous sauver. Et j'ai profité de cette occasion aussi pour dire qu'il ne faut pas désespérer. Il faut avoir l'espoir. L'espoir se retrouve dans ce que j'appelle la Renaissance africaine. Qu'on le veuille ou non, l'Afrique va renaître. Et j'étais très content de voir que le président Tshisekedi, à travers son discours de la mandature, il vient de terminer le 5, le 6 février de cette année, il a retenu, il a fait à la fin, il a conclu par cette phrase. Je voudrais vous lire cette phrase pour qu'on en fasse un débat. Parce que l'impression qu'on a qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'élite. Il y a des individus qui peuvent publier les livres, discuter comme ça en désordre. Mais quand il y a des questions de fond, on ne voit pas de masse critique qui prennent parole pour défendre le pays et les intérêts du pays et de la population. Que dit Félix-Antoine Tshisekedi? Tshisekedi dit ceci, il parlait à Addis Abeba. Soyez-vous assurés, à travers cette mandature, la RDC a pleinement repris conscience de sa vocation historique de créer de l'union et de l'unité africaine. Donc c'est une chance pour nous, aujourd'hui, qu'on ait eu cette mandature. C'est pour qu'on reprenne notre place. Toute l'Afrique nous regarde. Si le Congo se met debout, toute l'Afrique est debout. Et pour que le Congo se mette debout, il faut des hommes, il faut des intelligences, pas des mangeurs de foufou et des chanteurs. Je disais à quelqu'un, ici chez nous, quand un musicien meurt, même ceux qui étaient à l'école occidentale, l'école des Blancs, vont donner des cadeaux, donner des contributions. Un intellectuel meurt, on n'en parle même pas. Il y a un problème. On ne construit pas un pays avec des médiocres, avec des danseurs. On construit un pays avec des intelligences. Vous partirez en Amérique, au Japon, en Chine, en Allemagne, vous allez voir, c'est la crème qui fait la politique. C'est la crème qui décide à tous les niveaux, scientifiques, politiques, économiques. Mais quand vous venez chez nous à Kinshasa, vous trouverez des ministres qui ne savent même pas écrire leurs propres noms, mais ils sont ministres. Donc, le moment est arrivé de prendre conscience, en tant qu'intellectuel, l'histoire risque de nous juger très fort et nous porterons une responsabilité. J'ai peur que ceux qui viendront après nous déterrent nos cadavres et les fouettent. Donc, pour terminer mon petite intervention, c'est pour demander à tout Congolais, à toute l'élite congolaise de prendre conscience
la liberté a un prix. Parce qu'ici, je fais souvent le Cameroun. Quand je compare l'élite camerounaise, honnêtement, et celle d'ici, il y a un grand écart. Le Cameroun, même quand ça ne marche pas, ils discutent. Ils cherchent des problèmes. Chez nous, quand il y a un problème, nous sommes en assaillement. Ah, l'Amérique va venir, l'Europe va venir. Donc, le moment est arrivé à ce qu'on se prenne en charge. Il y a tant de morts, et nos enfants qui vont venir après nous doivent savoir que dans ces pays, il y avait des hommes. Hein, il y avait des hommes qui ont pris conscience pour que l'Afrique, pour que le Congo reprenne sa place et que l'Afrique devienne une puissance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse un peu. Je voudrais profiter parce qu'on a une maladie, on ne lit pas. Pour ceux qui étaient à l'école des Blancs, cherchez ces livres ici. Le Monde en 2040, écrit par la CIA. Lisez, tout est dedans. On parle même du Congo pour les années à venir. Donc, nous allons avoir un débat d'1 heure. Nous allons poser toutes les questions, aussi bien à Gilbert qu'à Freddy Baloufou. Et après, on va conclure. Je voudrais ici rappeler que, ce qu'a dit tout à l'heure Baloufou Bokopaganinda, que tant qu'un peuple ne se sent pas convaincu, ne se convainc pas qu'il est le meilleur, qu'il est le plus intelligent, qu'il est le plus beau, ce peuple ne pourra pas se sortir de sa situation de dominé. C'est bien dit par Paul Ricoeur, qui a bien démontré que les Juifs, quand ils ont voulu dominer le monde, ils se sont même donné la Bible. Ils ont dit, c'est nous le peuple de la Bible. Donc le récit national, c'est une création, c'est une fabrication de nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et que le peuple, s'il veut se sortir de sa situation de dominé, ce n'est pas seulement par les matières premières et les sols et les sous-sols, non. Il y a ce qu'on appelle l'effervescence culturelle. Quand un peuple veut sortir de sa situation de dominé, comme aujourd'hui, là, on le voit par quelques grands signes. C'est-à-dire, il écrit des livres sur lui-même, il écrit des romans sur lui-même, il écrit des théâtres sur lui-même, il fait des films sur lui-même. C'est-à-dire, il s'exalte, il s'exorcise les traumatismes. Donc, c'est ça le plus important qu'on doit retenir ici. Il faut sortir de ces paradigmes tout à fait idiots qui nous a réduits au panier de la ménagère où on dit nous avons les matières premières, nous avons de l'huile, nous avons de la pluie. Non, l'homme fait la culture, il se fabrique chaque jour pour être au niveau des enjeux. Et tant que vous resterez dans le panier de la ménagère, vous allez voir, le Rwanda va venir ici et nous allons tous partir. Donc nous disons, nous remercions parce que ça commence comme ça avec les films. Vous avez vu en 1h15, il a retracé, il nous a édifié sur la situation que nous connaissons. Donc, commençons par écrire des livres, commençons aussi par lire. Ne soyons pas un peuple idiot dans un monde où la connaissance est la plus grande des richesses. Nous restons dans cette histoire pour dire, nous regardons des novellas, nous regardons des ceci, non, soyons sérieux. Donc, je ne vais pas prendre toute la parole. On va organiser les débats. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je commence par vraiment remercier sincèrement le cinéaste, M. Gilbert Baloufou. Excellent film, mais je voudrais savoir quels efforts vont être faits pour que ça soit diffusé beaucoup plus largement. Ce sont des faits que la majorité d'entre nous connaissent, mais le voir comme ça, en condensé avec les commentaires, c'était prodigieux. Il faut absolument que le maximum de Congolais voient ce film. Je suis émue par tout ce que j'ai vu. Ce sont des choses que je connais, mais voir ça, ça m'a vraiment émue. Alors la question que je voudrais poser, quand est-ce que trop, c'est trop? Parce que là, ça devient trop. Et à la fin du film, vous dites à un moment donné, les Congolais ne se laisseront plus faire. Comment on va plus se laisser faire? C'est la question. Et pour reprendre un mot à la mode, le professeur Kabongo en a parlé, changer de paradigme. Aujourd'hui, on dit changer de narratif. On va changer ce narratif comment? Parce que je me dis que, est-ce que quelque part, nous ne péchons pas
par une diplomatie tout à fait faible, qui manque de muscles. Parce que nous savons que c'est un secret de polichinelle, que nous sommes pillés. Le territoire est convoité. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et nous disons que ce sont les multinationales qui pillent. Est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir une diplomatie qui fait passer le message suivant, à savoir, le Rwanda est un petit pays qui n'a pas de ressources. À côté, il y a un grand pays qui a, comme vous l'avez dit, professeur, on a tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, en plus, on a une démographie très dynamique. Nous sommes aujourd'hui le fameux État-solution. Alors, à ces multinationales, à ces grandes puissances, est-ce que ce n'est pas le moment de dire, traiter plutôt avec un pays comme la RDC, qui est grand, qui a les ressources, État-nation, et en traitant avec ce pays, vous allez exploiter les ressources, vous allez gagner, la RDC va gagner, mais alors que si vous continuez à traiter avec le Rwanda, petit pays qui possède rien, mais qui pille son voisin, on aura toujours cette instabilité-là. Vous voulez continuer à faire du business dans cette instabilité-là. Je pense que ce discours, si on le martèle et on en parle, on dira, vous serez beaucoup plus gagnant d'acheter au Congo, même d'exploiter au Congo, avec les Congolais, que de faire avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, j'étais aux Nations Unies pendant des années, les Occidentaux, il y en a qui vous le disent, ce pays n'est pas, c'est artificiel la stabilité qu'on y voit. Dans quelques années, il risque d'avoir un autre génocide. Parce qu'on n'a jamais vu un pays qui, pendant des années, une minorité domine une majorité. Et je terminerai par dire, ça va peut-être paraître décousu, mais vous avez dit à un moment donné, oui, nous ne laisserons plus faire. Je crois que j'ai entendu dire aussi que les Congolais doivent agir. Bon, si les pouvoirs publics n'agissent pas, par exemple, j'ai trouvé frappant que quand Denis Mukwege a eu le prix Nobel de la paix, j'étais invité à une émission très connue sur la RTNC 2, avant que M. Freddy Moulomba soit... Lui, il n'aurait jamais laissé faire ça. Mais, eh bien, on est à l'émission, c'est une émission qui discute de l'actualité, eh bien, il y avait blocus sur le nom de Mukwege. On ne pouvait pas en parler. Et Mukwege a d'ailleurs dit, le jour où il a eu le prix Nobel et qu'on le récompensait, la RTNC passait, je crois, un vulgaire remake d'un match de football. Donc c'est pour vous dire, les pouvoirs publics ont failli. Mais est-ce que nous, Congolais, nous ne sommes pas aussi dans les citoyens, dans le faux? Parce que je me suis toujours interrogé, je me suis dit, mais les Rwandais, le Rwanda nous pille, mais en plus de ça, ils veulent que nous consommions rwandais. On a installé Rwandais ici, mais vous voyez la classe politique ou l'élite congolaise qui prennent allègrement Rwandais. Quand vous les interpellez, oh, c'est moins cher. Mais rappelez-vous, l'apartheid a pris fin comment? En partie a pris fin. Moi, j'étais étudiante à Paris à l'époque. Je suis fière de dire j'ai boycotté tout ce qui venait de l'Afrique du Sud. Mais boycottons Rwandais. Boycottons on boit le jus rwandais, on consomme rwandais. Mais le citoyen congolais, il a au moins ça. Il peut dire à partir d'aujourd'hui, je ne consomme plus ce qui vient du Rwanda. Vous nous pillez, vous nous violez, mais en plus on doit consommer ce qui vient de chez vous. Assez, c'est assez. Je pense que trop, c'est trop. Il est temps d'agir. Et chacun de nous doit se demander, à sa place, où il est, comment il peut contribuer à ce changement de situation. Il y en a marre. Je vous remercie pour votre intervention. Et au départ, je dois vous dire ceci. Je me souviens d'une phrase de Patrice Lumumba qui avait dit qu'un jour, l'histoire du Congo sera écrite au Congo, par les Congolais. C'est un peu ce que je fais. Donc, j'ai écrit l'histoire du Congo et, en 1h18, puisqu'il y avait pas mal de matières, je ne pouvais pas tout mettre dans le film, sinon j'aurais fait un film de 4 heures.
Donc j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais pour faire ce film. Et avant de faire ces films, j'ai eu accès à plusieurs espaces. Je ne parle pas seulement des espaces géographiques, mais aussi politiques, diplomatiques, culturels et professionnels. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a donné le courage, puisque j'étais même aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, puisque le film a été soutenu aussi par les conseils de sécurité, par l'Union africaine. Tout le monde me disait la même chose, qu'on en a marre. Trop c'est trop. On prend des résolutions, mais qui ne sont pas respectées. Donc, si vous faites un film dans ce sens-là, nous, on vous soutient. Et faites ce que vous pouvez, puisqu'il appartient aussi aux Congolais d'agir. C'est ce que vous venez de dire ici. Mais je crois que quand Mukwege a reçu son prix Nobel, c'était le régime du criminel. C'était à l'époque où le criminel était au pouvoir. Il ne pouvait pas accepter que Mukwege, qui dénonce les exactions, les viols à RDC, qu'il soit en même temps vu à la télévision, qui recevait le prix par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Donc aujourd'hui, je crois que le pouvoir a changé de main, on peut voir les choses autrement. Mais moi, je vous dirais que j'ai fait ma part. Mon camarade Baloufou a fait sa part aussi, puisqu'il s'est joint à moi, il a accepté. Puis il pouvait se dire que, bon, voilà, moi, je n'entre pas dans ton film, et puis j'ai risque d'avoir des problèmes. Il a eu ce courage-là, comme il a toujours fait aussi ses films. Donc moi, je le fais, je fais ma part. Il appartient à vous, Congolais, de m'accompagner. Je reviens juste en renchérissant sur ce qui vient d'être dit par Mme Makombo et Gilbert Baloufou-Mbaye sur les termes du récit. C'est vrai qu'il y a un mot très à la mode au Congo, mais il y en a deux très à la mode actuellement. Le premier, c'est warriors. Et le second, c'est narratif, ou changement de narratif. Moi, cinéaste, ou n'importe quel cinéaste, qui mettrait dans un scénario un personnage qui s'appelle warrior, il y a une définition de warrior dans la sociologie du cinéma. Le warrior est un guerrier qui se bat pour sa survie. Je ne sais pas si ces mots est en lien avec les warriors de l'équipe de basketball, de NBA, ou il est en rapport avec Mad Max. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mad Max, qui est la célébration réelle et qui a fixé dans l'imaginaire cinématographique les termes et la sociologie du terme warrior. Warrior, ce n'est pas le guerrier qui se bat, ce n'est pas un justicier. Les warriors, comme figure du cinéma, au cinéma, tout est très très fixé. Si quelqu'un met dans un scénario ces personnages, entre parenthèses, au type warrior, on sait déjà. On sait déjà que ce n'est pas un enfant de cœur. Donc il ne va pas nous vendre un enfant de cœur ou non, il nous vend quelqu'un qui va se défendre pour survivre pour ses propres intérêts. Je ne sais pas si l'application de ces mots au Congo répond à la même sémantique ou à la même sociologie de l'espace linguistique. Ça, je ne sais pas, mais je me pose des questions. En récit, quand on dit changement de narratif, le changement de narratif n'est pas un slogan. Et nous sommes à l'ère du numérique, et depuis 22 ans maintenant, nous sommes à l'époque où l'image dit plus que les mots. Quand vous dites changement du narratif, il faut d'abord que vous nous définissiez quel est le point de départ de votre changement du narratif. Parce que dans changement, derrière le mot changement, il y a continuité. Donc, est-ce qu'on change juste les mots parce qu'on en parle souvent, ou tout simplement, est-ce qu'on met dans ces changements du narratif des choses visibles et concrètes? Hein? Parce que j'ai parfois l'impression que quand nous regardons le paysage audiovisuel congolais, et j'y implique pour ceux qui ont l'habitude de faire de la recherche sur la médiologie congolaise, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux, des médias à travers les plateformes comme YouTube, qu'est-ce que nous remarquons? Tout à l'heure, on a parlé de Mukwege et la RTNC. Mais la RTNC n'a jamais été là. La RTNC, nous tous, on fait un exemple pour des gens liés à l'information. Nous nous levons le matin, nous avons envie d'écouter, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde quand vous étiez en train de dormir. Hein? Ceux qui sont liés à la culture française vont écouter RFI. Mais notre imaginaire est nourri par RFI. Vous entendez les gens, ils vont dire c'est vrai parce que RFI l'a dit. Hein? Donc, mais quand on se lève le matin et on ouvre la RTNC, on a juste envie de se réendormir. Comment voulez-vous, dans cette construction du récit national et de l'imaginaire, vous vous levez le matin dans votre propre pays, vous ouvrez la télévision nationale, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la musique des bars.
je respecte beaucoup les expressions culturelles, mais chaque chose a un sens. Vous vous levez le matin, à 6 heures du matin, ou vous avez commencé à travailler à 4 heures, vous écrivez, vous dites, tiens, je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit dans le monde. Mais vous êtes obligé d'aller voir France 24 ou CNN, ou BBC, ou aller sur Internet. Hein? J'ai travaillé en Algérie, j'étais conseiller de la ministre de la Culture, et nous sommes allés à l'inauguration du nouvel aéroport d'Alger. Et j'étais assez étonné du président Bouteflika. Tout le monde disait, ben tiens, on a construit un aéroport plus beau que celui de Orly. Parce que dans son ambition, l'Algérien, il veut faire plus que le Français. Vous allez dans tous les pays qui nous entourent, il y a un modèle sur lequel s'est focalisée la culture. Et ça marche. Ici, on n'a pas de modèle. Enfin, Mobutu avait dit aux Congolais, aux Zaïrois à l'époque, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Donc nous sommes nulle part. Et les Congolais vont vous répondre, et ça modèle est un bon cannabiso. Hein? Et quand vous ne comprenez pas, on vous dit, mais il faut vous adapter aux réalités locales. On ne peut pas s'adapter à la faillite. Nous sommes dans une faillite généralisée. Donc, ce que je veux dire, pour bien comprendre hein, les récits qui nous intéressent, nous sommes dans une très belle conversation. Si vous regardez, je vais terminer par la représentation au cinéma, les États-Unis d'Amérique, dans toute son histoire, l'Amérique n'a jamais gagné une guerre au sol. L'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Mais Hollywood a gagné toutes les guerres de l'Amérique. Et dans notre représentation, quand nous voyons quelqu'un de ce calibre ici, nous l'appelons américain. Et quand nous voyons un Américain, nous avons peur de lui poser des questions quand nous avons droit, parce que nous pensons que si nous lui faisons un moindre mal, on va nous envoyer Rambo. On va nous envoyer Rambo. Hein? Donc, c'est ça, nous devons essayer de voir comment nous allons nettoyer notre imaginaire afin que nous puissions reprendre parole avec nous-mêmes et avec notre propre image. Nous devons essayer de construire le visuel. Comment nous nous voyons, pas comment nous nous entendons. Nous avons l'habitude de parler, de crier, d'écouter des bondiaiseries, de la musique. Mais comment nous nous voyons? Merci. Merci. Bonjour à tous, Jean-Luc Mutombo Moudiaye. Je suis ému, je suis très honoré par la réalisation du film. Il est d'une intensité très forte et fier de vous, très fier de vous, et j'en ai fait une très large diffusion. Plus que des questions, parce que nous sommes des hommes de culture, plus que poser des questions, je pense pouvoir contribuer à des chantiers de réflexion. Dans cette bataille de l'imagination, je retiens quand même que le Nil a les sources au Congo. On refuse de l'écrire, mais c'est ici. Ça fait partie de tout ce montage, de tout ce complot mondial contre le Congo. Et donc, ma grande réponse, tout simplement, sur le Congo, c'est pas question de l'Afrique. Le Congo a été conçu par le destin, parce que le destin existe, il existe un créateur qui fait que les frontières se tracent, même si les gens se sont retrouvés en 1885 à Berlin. En réalité, quand ce compromis arrivait, il était en train de tracer la réponse à ce que j'appelle le malaise nègre. Il n'y a pas d'autre réponse au malaise nègre que celui d'assurer l'émergence d'un État moderne avec ses spécificités qui seraient construites par son peuple. Là, il y a quelque chose sur lequel je suis effrayé quand j'entends on veut ramener les objets pillés, machin, etc., de Tervuren, le musée royal, on veut ramener au Congo. Non, il faut... Dès lors que quelqu'un émet l'idée avant vous, vous avez un problème, vous êtes en échec. Alors, ce serait pour eux une belle manière
de s'amender d'un crime historique, il faut que les objets restent là-bas. C'est la proposition que je nous fais, je comprends et je l'exprime. Puisque le monde virtuel existe désormais, l'espace là, nous allons l'occuper, il devient nôtre comme vous l'avez occupé. Et nous aurons en virtuel ici une retransmission directe. Nous avons nos caméras là-bas, nous avons le territoire congolais qui s'est déplacé là-bas, nous avons du personnel qui travaille désormais là-bas et la galerie d'art, elle revient au Congo. On peut discuter du protocole parce qu'ils discutent, eux, d'autres choses, mais nous pouvons fixer, nous, les terrains de l'enjeu, de manière à ce que quand vous venez au Musée national royal ici, vous pouvez exactement en virtuel visiter le musée qui se trouve en extraterritorialité en Belgique. Je pense que c'est aussi un élément sur lequel on peut réfléchir, mais il y aurait tellement de choses à dire que je vous remercie, je m'arrête là. D'abord, je me présente, c'est Hervé Kombolo. Je suis congolais, et c'est moi. Je suis fier de l'être. J'ai deux questions, mais qui sont à la fois des inquiétudes. Ma première question, qui est aussi une inquiétude, et une sérieuse inquiétude, c'est que nous utilisons le même mot. Les mots sont vrais, les mots ne mentent pas, mais les hommes font défaut. Souvent, ce qui me chagrine, moi, c'est que les messagers et le message ont du mal à faire un. Raison pour laquelle nous sommes souvent trahis. Même lorsque nous commençons quelque chose, un vent nouveau, à un moment donné, on se rend compte qu'on est peut-être seul. Et on devient faible et c'est une tête à couper. Ce film, pour moi, je considère que c'est une arme. C'est une arme que nous, on doit aujourd'hui s'approprier pour pouvoir construire ce récit que nous souhaitons de tous nos voeux. C'est bien. Cette histoire, on connaît, oui, on est faible, on peut tout dire. Mais comment sortir? Je n'ai pas entendu ça ici. J'ai d'inquiétude et je souhaiterais vraiment qu'il me rassure. Parce que j'étais en train de me dire quelles sont les actions nécessaires au nettoyage de notre imaginaire pour nous réarmer et répartir. Remettre en fait le pays sur des bases solides pour repartir dans cette compétition de plus en plus rude, surtout en cette période où au niveau géopolitique, il y a une recomposition suite à ce multilatéralisme qui est en train de se pointer. Parce que, étant originaire de la province du Kivu, du Sud Kivu, j'ai vécu une partie de ces affres. Et il n'est un secret pour personne que les services spécialisés du Pentagone ont beaucoup encadré l'avancée des troupes de ce qu'on a appelé l'AFDEL, qui en réalité c'était des troupes ougandaises, rwandaises. Vous avez vu, pendant cette avancée, au-delà des massacres, des viols et tout le reste, il y avait cette guerre psychologique qui a fait que des gens ont fui même à pied, venant du Kivu vers Kinshasa, pour en fait s'abriter dans la capitale et abandonner toute cette partie à l'occupation en fait. En essayant de creuser sur la question, je me suis rendu compte que les mêmes méthodes qui avaient été utilisées par les Américains au Vietnam, où on a brûlé des villages, des églises, des centres d'intérêt, sont les mêmes qui ont été utilisés chez nous, y compris surtout, on a beaucoup montré les viols. Mais ce qui me perturbe par rapport à cet imaginaire, c'est que pour penser ces plaies-là, ce sont les mêmes multinationales américaines qui financent les différentes fondations,
qui manipule tous nos acteurs des droits de l'homme, nos acteurs politiques et de la presse. Aujourd'hui, il y a des décisions que le gouvernement congolais ne peut pas prendre. Il dit, ah, que disent les Américains? Comment vont réagir les Rwandais? Est-ce que si on fait ça, on ne va pas perdre tel avantage, ainsi de suite? Comment nous réapproprier notre destin, redevenir nous-mêmes en vivant dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quels sont les axes à suivre? Quels sont les actes que nous pouvons poser? Bon, j'aimerais d'abord dire que le fait d'avoir fait ces films, c'était déjà un acte que j'ai posé. Et un film, c'est aussi un produit d'information, d'éducation. J'ai fait ces films pour informer. Le fait de faire un film, surtout un documentaire, c'est aussi une façon de donner des nouvelles au monde. J'ai donné des nouvelles, donc les nouvelles du Congo. J'ai posé un acte. Mais le film, on n'a pas fait une large diffusion. Pourquoi? Puisque dès qu'il est sorti, quand j'ai remporté les prix au FESPACO, le film a été censuré. D'abord, ici au Congo, il ne pouvait pas passer dans le contexte de l'époque. Et ensuite, il a été censuré par la France. Et la France a influencé plusieurs autres pays africains qui n'ont plus accepté le film. J'ai envoyé le film dans presque tous les festivals. Le film n'était pas accepté. J'ai recevé pratiquement le même message. Et quand tu lisais le message, c'est comme si ça sortait du même clavier. C'était pratiquement le même texte qui venait de tous les festivals. Voilà, votre film ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Voilà, vous venez l'année prochaine et tout. Bon, tous les festivals francophones surtout ont refusé. Et même anglophones, puisque même Black Star du Ghana, qui est un festival militant, a aussi refusé le film. Et, en Afrique, à part le Gabon, le Zimbabwe, et, le Burkina, qui est aussi un pays très engagé en matière de film de cinéma, il est passé au Sénégal. Au Sénégal, moi j'étais en exil au Sénégal. Et c'est le camarade Baloufou Bakouakanida qui avait contacté les autorités sénégalaises au moment où j'y étais, puisque ça a coïncidé avec le Récidac, qui est un festival de documentaires de Dakar. C'est comme ça que le film est passé. Il est d'ailleurs passé au Centre culturel français, ce qui m'avait étonné, puisque le Récidac est organisé par le ministère de la Culture. Et l'ambassade de France ne pouvait pas refuser que le film ne puisse pas passer au Centre culturel français, puisqu'ils n'avaient pas une réponse à donner aux Sénégalais, aux autorités sénégalaises, qu'on ne veut pas de ces films-là chez nous. Donc c'est un peu ça. Mais le film a été censuré par les Français, qui ont influencé plusieurs pays, et c'est ainsi que je me suis rabattu sur d'autres pays tels que le Brésil, la Colombie et l'Inde. D'ailleurs, je crois qu'on n'en a pas parlé, le film a remporté aussi un prix en Inde, donc meilleur film documentaire. C'était le seul film africain sur 150 films qui étaient à ces festivals, au moins en 2018 plutôt. Donc c'est ça. Concernant le plagiat, je crois que c'est monsieur qui a posé la question, je peux répondre en français, puisque bon, le problème du plagiat, c'est que Thierry Michel savait que le film était censuré. On s'est vu d'abord à Ouaga, au FESPACO. Il m'a félicité, il a félicité aussi mon producteur, Baloufou. Et puis, on s'est revu encore à Ouaga en 2019, lors du 50e du FESPACO. Il m'a demandé si je pouvais lui envoyer le film. J'ai envoyé le film, j'ai envoyé un lien. Et quand il est revenu en 2010 pour présenter son film sur Mukwege, il m'a dit il m'a envoyé un message me demandant si on peut se voir. Et nous nous sommes vus. Il m'a encore demandé le film. Je crois que le lien avait expiré. Le lien que je lui avais envoyé qui avait expiré. Il m'a demandé si je peux lui donner le film. D'abord, il m'a dit qu'il voulait organiser une série de projections en Europe, si je peux me joindre à lui. C'est ainsi que je me suis joint à lui. D'abord, je l'ai vu, on a discuté, on a tout arrangé. J'ai remis le film. Et quelques temps après, il était en train de faire son film, L'Empire du silence. Il m'a dit qu'il tournait un film, il ne m'avait pas donné les titres. Il m'a seulement parlé d'un film. Plus tard, il m'a écrit, il m'a dit que bon, il faisait le film. Il m'a même demandé comment est-ce que j'ai obtenu la chanson de Jean Goubal, Baïbinga Bomana. Au moment où il était au montage. Je lui ai dit que bon, j'ai pris chez Jean Goubal lui-même. Je lui ai expliqué comment il peut le contacter. S'il veut utiliser la chanson,
Bon, la chanson, ça ne veut rien dire, c'est pas le film, c'est juste la chanson. Il peut utiliser la même chanson, c'est pas un problème. Et quand son film sort, je lui envoie un message. J'ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton film? Il me dit que le film n'est pas sur Internet. Bon, et puis il est venu ici. Il a été reçu au ministère de la Communication. Et j'avais alerté le ministre de la Communication. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai déposé la lettre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu à cette lettre. Donc, allez-y un peu comprendre quelque chose. Et ensuite, je suis allé à la projection de Thierry Michel au Palais du Peuple. J'ai noté près de 80 éléments de comparaison par rapport à mon film. Et je suis rentré à la maison. Le même soir, j'ai publié sur les réseaux sociaux. Je lui ai écrit en disant que tu as plagié mon film. Mais ce que j'ai reçu comme réponse, c'était des menaces. Et parfois, certains Congolais de Kisangani, puisqu'il avait tourné là-bas, qui sont dans son film, m'insultaient même. Ils insultent Baloufou aussi. Ils nous insultaient. Ils disaient que nous sommes des farceurs, qu'on laisse Thierry Michel tranquille. Vous n'avez pas son niveau. Et puis, c'est un peu ça le problème de plagiat. Donc, pour les autres questions, je laisse à Baloufou et à Freddy de répondre. Vous savez, je ne sais pas, vous connaissez tous Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine n'a pas écrit une seule fable. Il a tiré les fables d'Ésope, qui est un Africain. Mais Jean de La Fontaine a fait quelque chose de formidable. Il a écrit la biographie d'Ésope. Pour dire, je me suis inspiré d'un Africain. Ésope est un Africain. Et nous appelons ça l'appropriation. Hein, toujours, on est dans l'imaginaire. L'appropriation. Hein? Donc, il y a quelques années, à New York, il y avait un grand débat. Est-ce qu'on peut s'approprier le pagne? Les pagnes, ce n'est pas les tissus indonésien, mais la culture qui est dans le pagne, pour en faire un objet de haute couture. Hein? Mais on a répondu très vite. Il faut juste dire que le pagne porté est un élément culturel des femmes africaines. Et à partir de là, tout le monde peut s'en approprier. Donc l'inspiration n'est pas interdite dans l'art. Ceux qui écrivent des livres font des cotations, des notes de bas de page, pour dire « j'ai pris ça chez tel hein? ». Gilbert ouvre avec Martin Luther King, mais il dit « c'est la Martin Luther King ». Donc l'inspiration n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est l'appropriation. Et ici, je reviens au récit. On nous dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'étape d'après de l'imaginaire? Comment voulez-vous que nous voulons écrire un chapitre de notre propre récit et qu'on nous dise, non, vous n'êtes pas capable, un blanc va parler à votre place. Donc, on prend le même sujet, on le rallonge, et puis on dit, non, nous, on défend la justice au Congo, en pillant l'imaginaire d'un Congolais. Nous sommes là dans un cas très grave de procès du néocolonialisme intellectuel. Nous sommes là dans le procès de la filibusterie, c'est-à-dire le piratage intellectuel de l'imaginaire des autres. Nous sommes là dans un cas énorme de viol de l'imaginaire. Allez juste sur les réseaux sociaux, vous verrez comment les Congolais nous insultent, parce qu'on s'attaque à leurs blancs. Je pense que il y a probablement des Congolais qui sont indécolonisables. Mais il y en a qui peuvent s'en sortir. Mais quand Hervé pose la question, on fait quoi après? Mais moi, je suis cinéaste, pour ceux qui connaissent ma carrière. Vous savez, j'ai fait un film sur Thomas Sankara. Il était à peine, il était assassiné. J'ai fait un film sur Thomas Sankara que j'ai présenté au Burkina en 1993. L'assassin de Sankara étant président, j'ai fait un film qui était financé par une des plus puissantes télévisions du monde, qui est la télévision anglaise. Et la conjonction entre cette télévision anglaise et le financement de mon film, c'est que le producteur qui était en charge est irlandais. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Irlande et du néocolonialisme. Et il avait un frère, il a eu un frère qui a été dans l'armée irlandaise et qui est allé s'entraîner pour faire la guérilla contre l'Angleterre en Libye et qui a été tué. Donc, juste pour vous parler de ces problèmes qui en justice, le procès aura lieu le 10 mai ici, donc on est convoqué le 10 mai. Nous faisons confiance à la justice congolaise. Moi, je fais confiance aux Congolais.
quel que soit leur drame, quel que soit ce qu'on appelle les antivaleurs. Je ne me vois pas appeler, j'ai un avocat depuis des années qui s'occupe de mes affaires et de mes droits dans un très grand cabinet d'affaires en Belgique. Je dis, ce n'est pas votre affaire. C'est une affaire qui va être défendue par une centaine d'avocats congolais. C'est un procès de rupture. Donc, jusque quand Lumumba nous dit, vous allez écrire votre propre histoire, on veut l'écrire, il y a un cinéaste d'un pays colonisateur qui s'arroge le droit de vouloir parler à notre place. Hein? Quand vous voyez une chèvre, ne bêlez pas la place de la chèvre, laissez la chèvre bêler. Hein? Donc nous voulons bêler, nous voulons être le fils du lion qui raconte l'histoire du lion. Nous sommes fatigués de l'histoire racontée par les chasseurs. C'est que, je crois que c'est Hervé qui a parlé ici du gibier. Et donc, ça c'est une affaire qui est en justice, où vous apprenez en fait ce que je n'ai pas appelé aujourd'hui la solitude de Lumumba. C'est-à-dire, imaginez-vous, c'est Lumumba qui avait 30 ans d'avance sur les autres, dans quelle solitude il pouvait être entouré de gens corrompus, qui étaient déjà payés pour être ses assassins, et des gens qui mettaient le blanc sur un piédestal. Hein? Et de voir sur les réseaux sociaux les insultes que les Congolais, pour ceux qui connaissent ma carrière, je le dis ici, je vaux plus que ces messieurs belges. Hein? J'ai eu un film aux Oscars, mais je ne suis pas quelqu'un qui s'étale. Hein? Parce que ce pays n'a pas de salle de cinéma. Ce que je fais, vous ne le connaissez pas. Mais le monde entier le connaît. Donc on n'est pas ni à un sou près, ni à une médaille près. On veut défendre l'honneur de nos pères et l'honneur de nos mères. C'est-à-dire notre propre récit. Que notre film, on peut dire, ouais, vous avez fait un film qui n'est pas bon, mais ce n'est pas ça le problème. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est sorti de mon imaginaire est à moi. Vous savez-vous, produire un film, c'est accompagner quelqu'un comme lui. C'est mon frère, nous travaillons ensemble depuis une trentaine d'années. Je dis, c'est notre très beau produit de notre programme de manufacture de l'imaginaire. Faire un film, c'est accompagner quelqu'un à atteindre le point de son récit. Accompagner quelqu'un, c'est lui enlever déjà d'abord toute insécurité, que ce soit financière ou intellectuelle. Vous voyez un film comme celui-là, il commence par l'écrit. C'est peut-être derrière, il y a 1200 pages. Il y a des nuits de discussion. Il y a des remises en cause. Pour arriver à 1h18, croyez-moi, il y a 12 heures, 18 heures de pellicule. Donc il y a du temps, il y a du doute, il y a du discernement. C'est ça qui fait que nous sommes des gens instruits. Nous avons du discernement. Nous savons voir ce qui est faux et ce qui est vrai. Faire un film, accompagner un producteur, un réalisateur, c'est de lui dire « Reste concentré sur ton sujet, nous allons nous occuper de toutes les questions autour. » On ne choisit pas parce que c'est mon frère, non, on ne choisit pas. Moi, quand j'ai fait un film sur Sankara, c'était la même peur. Bon, je ne suis pas de la même génération que lui, je suis d'un réseau de grandes écoles de cinéma. Vous êtes hyper protégés, parce que même l'école qui vous forme, vous savez, je vais revenir à la question de l'école tout à l'heure, une école qui vous forme voudrait que vous soyez un prize winner, que vous soyez un gagnant. Que les gamins, quand ils arrivent dans le hall de Cambridge ou de Howard University, ils regardent au mur, ils voient votre photo, on leur dit, vous venez ici pour être comme lui. Regardez tout ce qu'il a gagné. Parce que personne n'envoie un enfant à l'école de cinéma payer $60 000. Je ne les ai pas payés, rassurez-vous. $60 000 pour qu'il aille au chômage. Nous avons des écoles au Congo qui fabriquent du chômage. Est-ce qu'un système qui fabrique des jeunes, qui ne trouvent pas des marchés d'emploi, est-ce que c'est un système d'avenir? Alors ceci me permet de répondre à la question, quel est the next step? Je crois que je reviens toujours à Hervé. Le travail d'un cinéaste, Gilbert vient de le dire, c'est de vous offrir un stock de réflexion. Le film, c'est un stock. Ces films-là, on l'a mis pour vous sur YouTube. Réunissez vos camarades, discutez entre vous. C'est une arme qu'on a mis entre vos mains. Il est sur YouTube.
On ne s'est pas dit construire une économie, on va gagner des millions, non. On a dit, ces films, s'ils veulent le censurer, eh ben, on va aller sur les plateformes et on l'a mis sur YouTube. Pour vous dire, excuse-moi Emmanuel, je vais en finir, en une semaine, ce film a été vu par 2500 personnes. Si vous prenez le film de Thierry Michel, vous comptez tous les gens qui l'ont vu en salle en Belgique, où ils ont payé des associations de Congolais pour l'encenser, il n'a pas été vu par 2000 personnes. Mais ce film est à votre portée, il est votre film. Hein? Vous l'avez sur YouTube. Vous avez tous ici entre vos mains quelque chose de hyper puissant. Le téléphone que vous avez en main là, c'est quelque chose de hyper puissant. Aujourd'hui, dans l'Internet, il y a toute l'intelligence du monde. Et nous disons en philosophie, celui qui tient l'information tient le monde. Mais vous avez tous entre vos mains un pouvoir qui est le téléphone. Et dans ces téléphones, vous pouvez regarder beaucoup de choses. Vous pouvez regarder beaucoup de choses. Mais comment changer le Congo? Ne nous faisons pas d'illusions. Nous connaissons l'histoire des révolutions dans le monde. Une révolution, ce n'est pas fait pour couper les têtes. Hein? Regardez Kinshasa, depuis 60 ans, on quitte Mongafula, on vient au marché, et le soir, on repart. Est-ce que nous avons pensé qu'on peut changer la mobilité de cette ville? C'est ça la révolution. Mais ça ne dépend que de nous. Personne ne va nous dire, mais tous les soirs il y a embouteillage, tous les matins il y a embouteillage. Qu'est-ce que avons-nous fait de nous-mêmes? Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? C'est-à-dire, nous vivons parfois comme le soleil. Il se lève, il se couche. Il ne change pas sa course. Comment changer le Congo? L'école. Si je crois qu'il y a des enseignants ici, moi je n'avais jamais enseigné ici. Si vous voyez l'état intellectuel des enfants de 18, 19, 20 ans qu'on vous met dans une salle de classe, leur état culturel, vous voyez vraiment qu'on est dans le trou. J'ai dit, ayons la sincérité et le courage de nous regarder en face. Changeons l'école. Dès la maternelle, donnons-nous 20 ans, nous changerons le monde. Mao Zedong l'a fait. Mais les Chinois savent quel est l'esprit de Yung Kong. Si je n'ai qu'une petite hache et je vais détruire une montagne, je vais la détruire. Je vais commencer, quand je mourrai, mon fils continuera. Quand il mourra, son fils continuera. Je crois que c'est un peu ces liens culturels qui nous manquent. Je disais tout à l'heure, nous sommes devenus un peuple sans ancêtres. La plupart de nous ici ne connaissent pas les noms de leurs grands-pères. Mais ils peuvent vous faire toute la généalogie de la Bible. La plupart d'entre nous ici ne vont plus au village. On n'a plus de village. Hein? Freddy parlait tout à l'heure du Cameroun. Si vous avez un ami camerounais, vous n'irez jamais chez lui sans qu'il vous amène pas au village. Et beaucoup de pays en Afrique fonctionnent comme ça. Et nous, on n'a plus de village. On n'a plus d'ancêtres. Donc, reconstituons-nous dans notre propre récit. Vous savez, le cinéma n'est pas fait d'invention. Le cinéma est fait de la réalité, mais crée une nouvelle réalité. Donc, sur cette question-là, il faut juste comprendre quelle école nous voulons dans ce pays. Si l'école est la clé. C'est l'école qui est la clé. Pas l'école juste. Je disais à mes étudiants, et je vais terminer par là, aux étudiants aux Beaux-Arts, je ne vous enseigne pas pour que vous passiez des classes. Ça, je m'en fous. Je viens d'un système où on n'échoue pas. Je n'enseigne pas pour qu'on échoue. Et je n'enseigne pas pour donner un bulletin. J'enseigne pour vous donner du savoir. Et quand je leur dis que dans ma classe, on n'échoue pas, je suis devenu un professeur inintéressant. Inintéressant. Ils sont venus pour passer des classes. Ils sont venus, mais pas pour le savoir. Hein? Et vous vous cassez la tête, vous essayez de leur transmettre. Vous savez, transmettre, c'est vivre longtemps. Transmettre, c'est dire, quand je ne serai plus là, parmi eux, il y aura quelqu'un qui dirait, c'est parce qu'il était là que j'ai appris ça. Transmettre, c'est d'une générosité incroyable. Moi, les hommes et les femmes qui m'ont formé à travers le monde m'ont transmis des choses que j'ai le devoir de transmettre. Donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que dans les récits nationaux, c'est l'arme ultime. Mais il faut d'abord prendre conscience de qui vous êtes. Vous savez, dans tout récit, il y a l'antagonisme et le protagoniste. Il faut d'abord que vous trouviez votre place, que vous vous mettez à la place du dominant. Du dominant.
Vous savez, nous avons, excusez-moi, mais je vais terminer par là, nous avons d'une des plus belles chansons nationales que je connais, parce que j'ai étudié l'histoire des hymnes nationaux en Afrique. Vous verrez que nous sommes les seuls pays qui a produit son propre hymne. La plupart des pays de colonisation française, on les ramenait et le drapeau et l'hymne. Si vous regardez les drapeaux, on a juste renversé les couleurs. Nous sommes le seul pays qui a écrit son hymne national. Et c'est un chant profond. C'est un chant qu'il faut enseigner tous les jours. Et nous les chantons, mais sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est un chant qui vous dit, dressons nos fronts. Dressons. Je suis sociologue d'origine, de formation. Je regarde les Congolais marcher, ils regardent par terre. Les Congolais marchent par le poids de la misère quotidienne, ils regardent par terre. Donc, dressons nos fronts, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être arrogant. Non, c'est regarder loin. De regarder loin. Et comparativement, parfois on dit oui, mais c'est différent en Afrique de l'Ouest. Oui, vous savez, l'écologie joue beaucoup dans notre pensée. En Afrique de l'Ouest, c'est le Sahel. Quand les gens ils s'élèvent le matin, ils voient l'horizon. Et ça se traverse. Vous allez à New York, vous savez que tout est carré. La 5e avenue va croiser. Vous ne pouvez pas vous perdre à New York. Vous allez à Paris, il y a des ronds-points. Vous croyez que c'est parallèle, mais vous vous trouvez à l'envers. Et ça conditionne la façon de penser. Regardez comment pense un Français. Mais nous sommes un peuple de la forêt. Comme disait Sonny Laboutansi, formidable écrivain de ces territoires qui est de nôtres, il disait, dans la forêt, il n'y a pas de ligne droite. Regardez nos conversations ici, politiques. C'est toujours chaotique. Parce qu'on est dans la forêt. On n'arrive pas à tracer une ligne droite dans la forêt. Donc il faudrait aussi qu'on pense que l'écologie qui nous habite a des incidences sur notre façon d'être en conversation avec nous-mêmes. Mais ce qui est vraiment formidable aujourd'hui, c'est qu'on définit un film comme le leitmotiv d'une conversation. Un film ouvre une conversation. Parce qu'un film, vous ne pouvez pas le voir vraiment seul. Un livre, vous le voyez seul. Et ce qui est formidable avec un livre vous impose les silences quand vous le voyez. Il vous impose les silences. Pourquoi? Parce qu'il enferme déjà des milliers de personnages dedans qui vous parlent. Quand vous regardez un film, vous avez la même chose. Mais vous n'aurez jamais la même émotion en le regardant seul. Parce que chacun de vous, tout de suite, s'est fait un point nouveau dans son récit. Je termine. Ok, notre ami a posé la question. Que faire? Moi, je suis pragmatique. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec notre ami Kabongo sur la contre-organisation. Je pense que notre plus grand problème est que nous ne sommes pas organisés. Ça, c'est notre faiblesse. Si nous voulons gagner, la première chose à faire, c'est s'organiser. Un cadre, de structure, vous cherchez de l'argent. On ne peut pas avoir de l'autonomie intellectuelle sans autonomie financière. Mais quand vous demandez aux Congolais ici, venez contribuer, personne ne donne l'argent. Mais on a le temps de passer dans des bars, on peut même dépenser $40, $50 pour s'enivrer. Mais dire, nous avons une action commune, est-ce qu'on peut participer? Vous ne verrez personne. Donc je profite pour être pratique. On vient de lancer un mouvement qui existait il y a longtemps, Conscience nationale congolaise. C'est le mouvement qui a organisé cette conférence. Donc, comme vous êtes là, on vous demande de contribuer. Parce que quand vous contribuez, vous avez un contrôle sur tout ce que nous faisons. Mais quand nous le faisons nous-mêmes, on vous impose un discours, ce qui n'est pas normal. Donc il faut avoir cette culture de travailler toujours ensemble. Donc, que faire? S'organiser, chercher de l'argent, sélectionner les meilleurs qui doivent organiser cette association et se fixer un objectif. Sinon, nous ferons longtemps dans cette confusion. Vous venez à Kinshasa, aucun think tank. S'il y en a, c'est celle que les Occidentaux financent. Mais les Congolais sont incapables. Pour une petite activité, on va chercher de l'argent chez les gens. Combien? $500. Mais quand il y a des fêtes, des mariages, dépenses des milliers. Donc nous devons nous remettre en cause, remettre un peu, quelque part notre manière de voir les choses et construire de nouveaux paradigmes. Ça demande l'essence et le sacrifice. Donc l'organisation est une des manifestations probantes de l'existence d'une culture.
Quand les gens ne sont pas capables de s'organiser, c'est-à-dire qu'ils sont déculturés. Voilà. Benoît, voilà. Vous avez la parole. On y va vraiment. Merci. Je vais pas être long. Félicitations. Non, tu poses la question de Si. Félicitations pour le film. J'en ai beaucoup entendu parler. Je voudrais poser la question au réalisateur et au producteur. Voilà. Comment se fait-il que ce film n'est pas passé à la RTNC? Nous avons un ami commun qui est directeur général de la RTNC depuis 3 ans. Comment expliquer que ce film n'est pas passé à la RTNC? Répondez-moi. Lorsque nous regardons un film comme ça, quelles sont les décisions que nous prenons? Parce que c'est ça qui est nécessaire. Si on sort d'ici, on a vu un film, je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quelle est la décision qu'on a prise. J'ai fait 3-4 ans, quand je termine par là, j'ai arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé, la plupart des femmes, ils préparent avec le gaz. J'ai posé la question, on produit ça où? Je n'ai pas trouvé de réponse. Mais je me suis dit, mais au fait, nous avons le lac Albert dans lequel on peut extraire le gaz. La République démocratique du Congo n'a pas encore commencé à extraire ce gaz-là. Je dis, le lac Kivu. Mais si on est d'accord, parce qu'on peut commencer même par là, que ce gaz est produit au Rwanda, on peut dire on ne l'utilise plus. C'est un exemple que je donne. Alors moi je dis, tout ce que nous apprenons, comme les textes, Nyaton n'est vu que pour soi et tout le monde à son égard, mais ça doit nous servir de modèle et prendre une décision en sortant de cette salle. Moi je voudrais que quelqu'un, ne me le dites pas, quelle est la décision que vous prenez? C'est ça qui m'intéresse. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Je m'appelle Nicolas Mulunda, membre cofondateur de l'UDPS. Je tiens avant tout à remercier le cinéaste, à remercier aussi les organisateurs. Il y a un penseur japonais qui dit, dans l'existence d'un homme, il y a 3 éléments qui interviennent. Il y a l'intelligence, il y a l'argent et la force. Mais il ajoute, il dit, seule l'intelligence transforme les 2 autres éléments. Ainsi, sincèrement, ce que je peux dire, dans ce que vous venez de faire, il y a de l'intelligence. Mais c'est aux Congolais à comprendre qu'il faut mettre cette intelligence en musique. Nous verrons même, dans la Bible, il est dit, excusez-moi, je suis, je peux dire, de croyance juif congolais, on peut le dire ainsi. On nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans le judaïsme, ça signifie, Dieu a pris conscience qu'il était une intelligence, afin de créer le reste. Vous verrez ensuite, il y a les actions qui interviennent. Ça, c'est assez important. Ce que j'admire en vous, c'est d'avoir fait une œuvre réelle d'intelligence et de lumière. C'est à nous, Congolais, de s'approprier, à comprendre qu'est-ce qui est dit dedans et qu'est-ce que nous pourrions en tirer profit. Quand Freddy Mulumba était à la RTC, il n'était pas DG, il était DGA. Donc il y avait un DG à la RTC qui avait tout bloqué. Même quand il envoyait des messages de félicitations au chef de l'État pour le 30 juin ou sur la bonne année, il excluait Freddy Mulumba. Et moi, j'ai appelé Freddy, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment on écrit des messages, soit au peuple, au chef de l'État, et le DGA n'est pas cité, on ne cite que le PCA et le DG lui-même. Bon, il m'a dit, bon, moi je suis là, je travaille, je fais mon travail, je ne m'occupe pas vraiment de ça. Et tout ce qui a caractère politique, il faut avoir l'autorisation du ministre. Moi, j'ai saisi le ministre, je l'ai dit tout à l'heure, l'actuel ministre de la Communication. Je lui ai écrit depuis le 25 novembre. Et c'était à la veille de la projection du film de Thierry Michel. Je l'ai alerté sur le plagiat et je parlais avec lui. J'ai écrit une lettre de 4 pages. Il n'a jamais répondu. Mais il était plutôt heureux de tweeter en disant qu'il est très content d'avoir rencontré Thierry Michel. Les tweets existent encore, même sur
le Facebook de Thierry Michel, le tweet est là, il a fait une photo avec lui, il est heureux de rencontrer Thierry Michel. Mais moi, je suis congolais, je lui ai parlé de mon film, mais il n'a jamais voulu ni me répondre, ni me recevoir. Et dans ma lettre, je lui ai dit, je vais vous remettre mon film. Mais c'est le film belge qui l'intéresse. Donc ça, c'est déjà une chose. Et le jour où Freddy Mulumba, puisque c'est le cas de le dire, il a été suspendu, c'est le jour où on lui a remis la copie de notre film, pour que le film soit diffusé à la RTNC. Mais comme il y avait des mouchards qui sont là-bas, ils ont alerté. Ils ont alerté pour dire que les Baloufou viennent de déposer leur film ici. Le même jour, à 18h, Thierry Mulumba a été suspendu de ses fonctions de DG de la RTNC. Puisque quelqu'un a posé la question tout à l'heure, pourquoi les films n'est jamais passé à la RTNC. Mais avant, les contextes de l'époque ne me permettaient pas, moi-même je n'étais pas sur place, en même temps je suis parti, j'étais en exil, je ne pouvais pas accepter que le film soit diffusé. La RTNC a dans son cahier des charges un chapitre très très important. Et s'il est écrit, la RTNC a en charge de participer à la production audiovisuelle nationale. Et la RTNC a le moyen, c'est écrit dans son cahier de charge, doit mettre à la disposition de la production nationale locale le moyen de produire et de coproduire. Donc nous avons dit, écoutez, on ne peut pas toujours être à l'extérieur. Nous, on produit des films, on a un stock qui vaut quelques millions de dollars, des stocks de films qu'on a produits, chaque film ayant une valeur. Et on s'est dit, on est allé voir Freddy, donc on a commencé à faire des plans, à rêver, à écrire des projets de coproduction, des projets. Et puis donc, on est allé dans ce bureau et dit, écoute, les temps qu'on termine, les juristes, les avocats, parce que je reviendrai sur le DAB tout à l'heure, un film, c'est très compliqué en droit. Il y a énormément, chaque chanson que vous avez vue ici, chaque archive, il y a derrière des papiers et des papiers d'acquisition de droits qui limitent parfois les territoires. Parfois vous achetez pour un territoire, parfois vous achetez pour un média. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de jeu, mais parfois on ne se rend pas compte. Donc on se dit, le temps de voir les juristes, tout ça, Freddy dit, bon, on va programmer, il essaie, je crois que c'est pas un mardi ou je sais pas quoi, vendredi, on va programmer les films à 21h. Donc on va organiser un plateau pour que le Congolais intervienne. On va streamer, on va mettre tout ça. Au même moment, le film passe sur la RTNC, il passe sur Facebook, il passe... pour que le Congolais se saisisse de leur film. J'ai quitté Freddy à 17h, donc j'arrive chez moi, et la nouvelle tombe, non, Freddy est suspendu. Donc la projection, tout ça est suspendu. Donc à partir de ce moment-là, comment voulez-vous que nous... Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de notre projet de produire des films ici? Il n'y a pas de marché de films au Congo. Il n'y a pas d'industrie. Quand vous mettez l'argent dans un film, vous devez avoir un feedback. L'argent doit retourner. Hein? Parce que un film, normalement, ne perd pas de l'argent. Mais il faut que vous ayez un marché. Hein? J'ai produit 12 films ici, de jeunes cinéastes, sur un montant de 400 000 $. Il n'y a pas de marché ici. Je dois les vendre à TV5, Canal+. Il n'y a pas de marché. C'est-à-dire la télévision nationale RTNC, qui a dans son cahier des charges l'obligation. Mais si quelqu'un fait un film ici, à part ce qu'on voulait faire avec Freddy, si vous allez n'importe quelle télévision, vous devez payer. La plupart des gens qui parlent sur nos télévisions ici payent pour parler. Moi, parfois, je fais des interviews et puis on me paye. Hein? J'ai fait des interviews online, mais on doit me payer parce que j'apporte de l'intelligence. On doit me payer, un cerveau a un prix. Hein? Donc ça, c'est la situation de notre pays. Alors, donc pour le moment, le film, il est sur YouTube. Demain, il sera probablement, je le dis, à DAB, nous avons un catalogue de films. Nous n'avons pas la prétention de gagner de l'argent avec vous. On sait le gagner ailleurs. On a reporté les Jeux de la francophonie. Quelqu'un a parlé ici de 15 millions d'habitants à Kinshasa. Nous avons ici 1000 mètres carrés pour faire des salles de cinéma depuis 2012 dans un bâtiment inachevé. Il n'y a aucun gouverneur dans ce pays pour nous donner la réponse pourquoi les travaux se sont arrêtés. Et depuis 2012, donc on perd de l'argent. C'est ça le pays. Donc il faut qu'on négocie avec la culture. La culture, c'est nous, c'est le peuple. Donc la culture est au centre
de ces tournants-là. C'est un pays qui est entre, vous savez, vous êtes sur une voie entre deux ravins. Hein? Celle la culture vous dit, gardez les caps. Gardez les caps, vous allez arriver au bout. Si on perd cette chose-là, la culture, c'est nous. Nous, Congolais, nous, peuple congolais, nous, imaginaires congolais, nous, récits congolais. Et pour négocier, il y a la culture. La culture, c'est les enseignants, les intellectuels, grosso modo, les intellectuels humbles, hein, pas toujours professeur, docteur, hein, mais ceux qui veulent que les choses marchent. Ceux qui écrivent, pourquoi on écrit? C'est pour partager. Quand le professeur Makambo écrit sur Lumumba, ben parce qu'il ne peut pas garder seul. L'histoire lui fera un mauvais procès. Il doit partager avec vous. Quand Gilbert fait un film, c'est parce que, vous savez, écrire, faire un film, c'est avoir les désirs de l'autre. Je veux partager avec l'autre. En fait, l'expérience d'avoir un frère, un ami, quand vous écrivez ou faites un film, et lui, il n'aime pas lire, mais vous ne pouvez pas l'aimer. Parce que chaque fois que vous écrivez, vous voulez partager avec vos amis pour qu'ils vous donnent un avis. Et quand vos amis ne lisent pas ou votre partenaire ne lit pas, mais vous vous sentez un peu pas valorisé. Écrire, faire des films, c'est les désirs de l'autre. Hein? Et là, vous êtes assis un moment dans une salle au bout du monde à Hong Kong. Vous dites, tiens, le film qui a commencé dans mon ordinateur, il est en train d'être vu par 2000 personnes qui vont s'élever à applaudir à Hong Kong. Et comme a dit Gilbert tout à l'heure, faire un film, c'est donner les nouvelles de son pays. Quand vous montrez un film à Hong Kong, on oublie la guerre du Congo. On dit, tiens, les Congolais sont aussi intelligents. Les Congolais assument leur histoire. Et on oublie ce qu'on montre tout le temps à la télévision, c'est le Congo négatif. Donc, nous sommes dans une... Moi, je termine par là, je vous dis, prenons conscience, toutes les questions qu'on s'est posées ici, c'est des questions fondamentales, importantes. Nous les partageons tous. Mais prenez conscience que nous sommes dans la partie historique, le tournant historique le plus dangereux et le plus fragile de notre histoire. Merci. Je profite de cette occasion pour vous annoncer que notre pays, la RDC, a adopté la charte de la naissance culturelle africaine. Donc cette charte définit tout sur la culture. Donc notre travail prochainement, c'est pousser les Congolais à les lire et à s'approprier. Si nous voulons changer aujourd'hui, changer le pays, il faut, vulgariser cette charte. Et nous, avec notre association Conscience nationale congolaise, nous allons le faire à travers toutes les communes. Ça prendra du temps, parce qu'on veut changer la société. Les politiques ne changent pas la société. Ce sont les gens de culture, des cinéastes, des écrivains, des poètes, des musiciens. Donc tout le monde qui participe à l'éveil pas patriotique, la conscience d'un peuple. Donc je vous demande, on a fait passer la liste. Je viens de vous dire ici qu'on ne peut pas avoir une autonomie intellectuelle si on n'a pas l'autonomie financière. Et notre drame est que nous ne sommes pas capables de nous organiser. Il faut que ça commence aujourd'hui.